Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un livre qui fait pas mal de bruit dans la droite américaine. Il s'agit de Dawn's Early Light, écrit par Kevin Roberts, qui est le président de la très influente Heritage Foundation. Oui, tout à fait. Et ce qui est vraiment frappant avec ce livre, c'est la question qu'il nous pousse à nous poser. C'est ça. On s'est demandé en le lisant comment un mouvement qui a dominé la politique américaine pendant 40 ans en arrive à vouloir littéralement tout brûler pour tout recommencer. C'est exactement ça la question. Parce que ce n'est pas une simple mise à jour, c'est une tentative de réinitialisation complète en fait. Une réinitialisation du système d'exploitation conservateur. Voilà. Et pour comprendre cette démarche, il faut vraiment partir de sa thèse centrale, qui est assez brutale. Ah oui, Mais pour l'auteur, la plupart des grandes institutions américaines, que ce soit le gouvernement, les universités, les médias, tout y passe. tout. Pour lui, ce sont des coquilles vides. Elles ont l'apparence de ce qu'elles étaient, mais à l'intérieur, elles sont mortes. D'où cette métaphore qu'il utilise dès le début, celle de la forêt. Exactement. Une forêt tellement mal gérée, pleine de bois morts, que la moindre étincelle peut tout détruire. Et donc, sa solution, ce n'est plus d'attendre l'incendie, c'est de provoquer ce qu'il appelle un brûlage contrôlé. C'est une image incroyablement agressive quand même. Elle est violente, et c'est voulu. Pour lui, le conflit actuel, ce n'est plus un débat politique. C'est une guerre culturelle totale. Entre deux camps, Deux camps qu'il juge irréconciliables. D'un côté, il y a ce qu'il appelle le parti de la création, qui défendrait en gros l'ordre naturel, les traditions, et de l'autre, et de l'autre, le parti de la destruction, qui lui chercherait à abolir tout ça au nom d'une sorte de libération totale de l'individu. d'accord. Alors creusons un peu ce diagnostic. L'idée, ce n'est plus de conserver, mais de passer à l'attaque, quoi. C'est fini la défense. Ce fameux brûlage contrôlé, ça vise quoi concrètement? C'est qui ce bois mort? Alors ce bois mort, il a un nom qui est devenu central pour cette nouvelle droite, c'est l'uniparti. Le parti unique? Le parti unique, oui. Ce n'est pas un parti officiel, bien sûr. C'est le nom qu'il donne à ce qu'il voit comme une élite dirigeante. Démocrate ou républicaine, peu importe. Exactement. Totalement interchangeable. Des gens qui sortent des mêmes universités, qui sont dans les mêmes conseils d'administration et qui, au fond, partagent la même vision du monde. Et cette vision du monde, ce serait celle du parti de la destruction? Mais leur but, c'est quoi? Juste le pouvoir? Le livre pense que ça va plus loin. L'objectif, ce serait de déconstruire toutes les appartenances qui nous définissent sans qu'on les choisisse. C'est-à-dire? La famille, la communauté locale, la foi, la nation, tout ça. Toutes ces choses sont vues comme des contraintes, des oppressions. D'accord. L'objectif final, ce serait un individu totalement autonome, sans aucune attache. Voilà, libre de se définir de A à Z. Et pour y arriver, il faut affaiblir les institutions qui transmettent ces traditions. Et là-dessus, il ne mâche pas ses mots. Il donne une liste très concrète des institutions à brûler. Ah non, c'est très clair. On y trouve les universités de l'Ivy League, le FBI, le ministère de l'Éducation, même le New York Times. Ce n'est plus de la critique, là. Non, c'est un appel à la démolition, c'est clair. Et ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est que la critique la plus dure, il la réserve à son propre camp. À l'ancien mouvement conservateur? Oui, la préface, qui est de J.D. Vance, utilise une analogie qui est très parlante. Il dit « Imaginez un jardinier, le progressisme, qui empoisonne le jardin. D'accord. Pendant des décennies, les anciens conservateurs se sont contentés de lui dire « Ah, s'il vous plaît, arrêtez en écrivant des tribunes. Attends, ça veut dire qu'il rejette toute l'école de William F. Buckley, de Reagan, toute cette idée de respectabilité, de gagner la bataille des idées? » C'est une rupture totale, oui. Carrément. C'est énorme, ça. Le livre leur pose une question d'une brutalité incroyable. En gros, si les règles du fair play que vous avez suivies vous ont mené à tout perdre, à quoi elles ont servi? Vu comme ça, Pour eux, la vieille garde a passé son temps à polir les cuivres sur le Titanic. L'heure n'est plus à la politesse, mais à la reconquête. C'est ça, l'idée. c'est donc une critique au lance-flammes de leur propre histoire, en fait. Bon, si on suit cette logique, conserver quoi que ce soit est une stratégie perdante. C'est ce qu'ils disent. Mais alors, question évidente, d'accord pour le brûlage, mais on plante quoi à la place? Qu'est-ce qui doit repousser dans ce jardin? Et là, on arrive au cœur du projet de reconstruction. La solution qu'ils proposent a un nom. Le fusionnisme de la famille d'abord. Fusionnisme de la famille d'abord. Le mot fusionnisme est un clin d'œil à l'ancien conservatisme, mais
c'est le famille d'abord qui change tout. L'objectif, ce n'est plus défendre des principes abstraits, tu vois. Comme la liberté du marché, ce genre de choses. Voilà. L'alpha et l'oméga de la politique, c'est la défense concrète matérielle de la famille américaine. Le symbole, c'est la table de la salle à manger. C'est un recentrage assez radical. On passe de l'individu à la famille comme unité de base. Complètement. Pour l'auteur, la crise civilisationnelle américaine se résume à une chose, la crise de la famille. La chute des mariages, l'effondrement de la natalité. Et tout le reste en découle. Pour lui, oui. La stagnation économique, la crise sociale, même la sécurité nationale. Si une nation ne veut plus avoir d'enfants, elle signe son arrêt de mort, quoi. Donc, la seule question à se poser pour n'importe quelle politique, c'est... C'est tout. Et est-ce que ça aide un jeune couple à se marier, à acheter une maison et à élever des enfants? C'est tout. D'accord. Et pour mener ce combat, le livre identifie, je crois, 3 menaces, 3 serpents qui étranglent la famille. C'est l'image qu'il utilise, oui. Le premier est assez économique, le socialisme de la maladie des coûts. Voilà un concept absolument clé. La maladie des couples, on voit bien l'idée. C'est l'explosion du prix des choses essentielles pour une famille. Pas les télés ou les smartphones, on est d'accord. Non, non. Le logement, la santé et l'éducation supérieure. Mais pourquoi socialisme? Le mot est un peu contre-intuitif. Le socialisme, on pense plutôt au contrôle des prix, pas à leur envolée. C'est justement le paradoxe qu'il veut montrer. Pour lui, le socialisme ici, ce n'est pas le contrôle des prix, c'est la socialisation de la demande. C'est-à-dire... Voilà. Mais en même temps, ce même État étouffe l'offre, avec des réglementations qui empêchent de construire, des processus qui limitent le nombre de médecins. Donc la demande explose grâce à l'argent public, mais l'offre est bloquée. Résultat, Les prix s'envolent, précisément. Et ça rend le but final, genre posséder sa maison sans une dette folle, quasi inatteignable pour une jeune famille de la classe moyenne. il y a un chiffre assez parlant dans le livre là-dessus. Oui, un chiffre choc. En 1980, une maison, c'était un peu plus de 2 ans du revenu médian d'un homme. En 2020, c'est plus de 6 ans. Le serpent des coûts étrangle le projet avant même qu'il ne commence. C'est très clair. Le deuxième serpent est plus inattendu, je trouve. C'est les technologies qui façonnent la culture. Oui, Je m'attendais à la critique habituelle des GAFAM, mais en fait, ça va bien plus loin. beaucoup plus loin. L'argument, c'est que certaines technologies ne sont pas neutres. Elles portent une vision du monde et elles changent nos comportements. Il cite des exemples précis. Oui, bien sûr. La pilule contraceptive, qui a séparé la sexualité de la procréation, mais aussi des réseaux sociaux, qui favorisent le narcissisme, ou même les jeux vidéo et la pornographie, qui offrent des substituts virtuels aux relations réelles. Donc l'idée, c'est que ces technologies auraient une sorte d'effet contraceptif sur la société en général. C'est exactement le terme qu'il emploie. Elle crée un environnement où fonder une famille, ce qui était une étape naturelle, devient une option parmi d'autres. Direct. Oui, là, l'auteur soutient qu'il y a une campagne délibérée pour dévaloriser le modèle familial classique. Il prend des exemples dans la pop culture. Les sitcoms où le père de famille est toujours un idiot. Par exemple, oui. Ou les films qui présentent la vie de famille comme un fardeau, un obstacle à l'épanouissement personnel. Il y a aussi cet exemple très précis d'une vidéo TikTok. Oui, et il est assez glaçant. Une vidéo virale, vue des dizaines de millions de fois. On y voit une jeune femme, son copain va la demander en mariage. D'accord. Et là, elle a un flash-forward de sa vie future. Les couches, les corvées, les cris, et d'un coup, elle retire sa main avec horreur. Et ce qui est fou, c'est l'origine de cette vidéo. Oui, le livre rapporte qu'il s'agirait d'une production de la propagande chinoise conçue pour un public occidental. L'idée, c'est de montrer que ce n'est pas juste une évolution des mœurs, c'est une guerre culturelle active. Bon, alors si ce sont là les 3 serpents dans le jardin, coût, technologie, propagande, quel est le plan pour les chasser? Le livre parle d'un programme d'abondance. C'est la partie la plus politique, la plus prescriptive. D'abord, s'attaquer au serpent des coûts, avec des réformes de l'offre. Logique, si l'offre est bridée, il faut la libérer. C'est ça. Déréglementer le bâtiment pour construire plus de logements, plus vite, moins cher. Simplifier les procédures pour ouvrir des écoles, former des médecins. Ça, c'est le volet le plus classiquement libéral, on va dire. En apparence, seulement. Parce que ça ne s'arrête pas là. Il parle aussi d'un soutien très direct aux familles. Ah, et c'est là que ça devient intéressant et que ça rompt avec la tradition. C'est là, oui. Le livre prône un soutien étatique massif, par exemple en élargissant beaucoup le crédit d'impôt par enfant.
Il cite un modèle. La Hongrie de Viktor Orban? Exactement. Avec ses politiques pronatalistes très agressives. Des prêts à taux zéro pour les jeunes mariés qui s'effacent à chaque naissance, des exonérations d'impôts à vie pour les mères de 4 enfants. Ça ressemble presque à un welfare state familial. C'est une rupture complète avec le discours conservateur habituel sur la non-intervention de l'État. Complètement. Et la rupture est encore plus nette sur un autre point, qui est peut-être le plus radical du livre, la question de la propriété et le rôle des grandes entreprises. C'est ce qu'il appelle la révolution managériale. C'est ça. C'est-à-dire? L'idée, en gros, c'est que le pouvoir dans les grandes entreprises a glissé. Il n'est plus chez les propriétaires fondateurs, qui avaient des liens avec leur communauté, D'accord. Et il est passé à qui? à une classe de managers professionnels, une élite mondialisée, sans racines, formée dans les mêmes écoles de commerce, qui passe d'une multinationale à l'autre. Et le problème avec cette classe managériale, ce serait quoi? C'est qu'elle n'a aucune loyauté envers la nation. Ses intérêts sont alignés sur ceux de sa classe au niveau mondial. Donc il ne dirige plus pour le bien de l'entreprise ou du pays? Non, il dirige en fonction de critères idéologiques globaux, les fameux critères ESG, les politiques de diversité, équité, inclusion. Le livre ne dit pas juste « ces entreprises sont trop grosses », il dit qu'elles ont cessé d'être des entreprises américaines, Elles sont devenues quoi alors? des sortes d'empires sans nation. C'est un peu ça l'idée, oui. Le PDG de BlackRock aurait plus en commun avec un manager à Davos ou à Shanghai qu'avec ses employés dans l'Ohio. C'est cette déconnexion qui est vue comme une trahison. Il va jusqu'à faire une comparaison historique assez forte. Ah oui, il compare ces multinationales modernes à la Compagnie britannique des Indes orientales. C'est puissant comme comparaison. C'était cette entité hybride mi-entreprise, mi-État contre laquelle les fondateurs de l'Amérique se sont rebellés. Finir avec le dogme du libre-échange à tout prix. Pour revenir à une économie républicaine. Voilà, une économie au service de la nation et pas l'inverse. Le bien commun national doit primer sur la maximisation du profit, surtout si ce profit détruit la base industrielle du pays. Donc, pour résumer, ce qu'on a avec Donne's Early Light, c'est le plan de bataille d'un conservatisme qui se veut révolutionnaire en fait. Pas seulement conservateur, non. C'est un projet de reconstruction totale, avec la famille comme seule et unique fondation. On retient vraiment ces métaphores puissantes qui structurent tout. La forêt malade qui a besoin d'un brûlage contrôlé, ça justifie l'attaque frontale des institutions. Et l'autre image, c'est la famille, ce jardin menacé par les 3 serpents. Exactement. Les coûts, la technologie qui isole et la propagande culturelle. C'est une grille de lecture simple, efficace et clairement conçue pour mobiliser. C'est clair. Et pour finir, je voudrais juste revenir sur une dernière idée du livre qui, je pense, éclaire tout le reste. Oui, Il définit la vertu cardinale de son parti de la création par un concept romain, la pietas. la pietas, qu'il ne faut pas traduire par piété, j'imagine. Non, pas au sens religieux moderne. La pietas romaine, c'est un sentiment de devoir et de gratitude envers ce qu'on n'a pas choisi, ses ancêtres, sa patrie, ses dieux. C'est une loyauté envers un héritage. Et c'est l'antidote philosophique direct à cette élite managériale sans racines qu'il décrit. C'est exactement ça. Face à l'individu autoconstruit et sans attache, il oppose la personne définie par ses devoirs. Et ça nous amène à une dernière pensée, pour la réflexion. On écoute. À une époque qui met un accent quasi exclusif sur les droits individuels, sur la liberté de choisir, que signifierait politiquement et socialement une revalorisation de la notion de devoir et d'héritage ? C'est peut-être la question la plus fondamentale que cet ouvrage nous invite à nous poser.